Bonjour à tous, dans Église du Monde, cette semaine je vous emmène sur l'île de la Réunion. Pour nous accompagner, j'ai la chance de recevoir l'une des grandes figures du journalisme français aujourd'hui, Maimouna Interman, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter à France 3, on vous a vu sur tous les fronts, de la chute du mur de Berlin, l'ex-Yougoslavie, en passant par le Proche-Orient. Après 25 ans de carrière, vous publiez Tête haute aux éditions Jean-Claude Lattès, livre qui raconte votre vie, une vie métissée, faite de réussites mais aussi de drames, une enfance pauvre sur l'île de la Réunion, partagée entre votre père musulman et votre mère catholique. Aujourd'hui, comment vous mesurez le chemin parcouru? Je dirais que c'est un chemin paisible, d'une certaine façon, à l'intérieur de moi. J'essaie d'être le plus sereine possible. Un chemin qui doit beaucoup aux autres. Un chemin qui a réussi à se frayer grâce à l'école. Et tout compte fait, je dirais que c'est pas si mal. Je dirais merci à beaucoup de monde. Parce que c'était pas facile. À l'origine, vous avez vécu une enfance très pauvre. Pas facile, c'est un mot... Voilà. Un mot facile presque à exposer comme ça. Non, c'était relativement compliqué, je dirais. D'abord parce que mes parents eux-mêmes, entre eux, avaient composé un casting un peu étrange. Mon père, lui, est venu de l'Inde dans les années 40. Il est venu faire du commerce. C'était un Indien musulman. Et ma mère, c'est une fille de petits créoles, donc de tout petits cultivateurs d'origine bretonne, dans le sud de l'île, donc une famille très conservatrice. Et puis c'était notre temps, donc les choses étaient codifiées autrement. Et ensuite, mon père n'a pas du tout réussi dans son entreprise commerciale. Il a absolument tout perdu. Si bien qu'on a connu une pauvreté absolument mordante. Vous aviez faim parfois, c'est ce que vous dites? Ah, je sais ce que ça veut dire avoir faim. Avoir faim, ça ne veut pas dire tout d'un coup, il me manque un sandwich, je n'ai pas déjeuné depuis 2 heures. Avoir faim, ça veut dire ne rien avoir, pas un grain de riz dans la marmite aujourd'hui, puis ce soir, on ne sait pas comment on va faire, et puis demain, de toute façon, il n'y a rien à l'horizon. Avoir faim, ça veut dire rien de programme. Ça veut dire que si vous trouvez une mangue verte, une papaye verte, et que par hasard, un poulet arrive de chez le voisin, il passe la ligne de démarcation, il ne rentrera certainement pas chez lui. C'est ça, avoir faim. Ça veut dire qu'il y a un commerçant, un petit épicier quelque part dans le village, il faudra le rouler autant que possible et essayer de voler une boîte de sardines. Hein. Oui, mais c'est ça, avoir faim. J'ai rencontré ça ailleurs dans le monde, soit dans des pays où la guerre avait fait son œuvre, soit où des cataclysmes avaient laissé des traces violentes, soit des pays où, comme, je ne sais pas, en Afrique ou sur d'autres continents, où la faim est endémique. On sait ce que ça veut dire avoir faim, où ça vous ronge le moral, ça vous casse une part de votre enthousiasme, et en vous levant le matin, il y a un but, un objet, comment on va se nourrir aujourd'hui. Et quand on trouve quelque chose, et qu'on est ensemble, entre frères et sœurs, croyez-moi, cette joie de déguster quelque chose, on ne pense plus à rien à ce moment-là. Il n'y a plus d'heure, il n'y a plus rien qui vaille. C'est trouver quelque chose pour calmer sa faim. Mais ça ne nous a pas non plus transformés en bêtes, hein, il ne faut pas croire, parce que nous avons conservé, nous sommes 7 frères et sœurs vivants, ma mère a eu 11 enfants, mais entre nous, la faim a tissé une réelle solidarité. Quelque chose de très fort. Parce que la faim, c'est le premier instrument qu'utilise un vainqueur pour abrutir un vaincu. J'ai vu ça dans les pays en guerre. Et ça pousse les gens à se trahir les uns les autres. Dans nos familles, dans notre famille, parce que nous n'étions pas les seuls, la réunion comme ça, d'autres gens m'ont dit, en venant aux séances de dédicaces, qu'ils avaient connu des situations analogues. Je le savais. Mais chez nous, ça nous a permis de rester au contraire unis. Et ça ne nous a jamais empêché d'aimer la beauté de la nature autour, de nous extasier sur ce qui pouvait être les beaux aspects d'une vie de pauvre. Et votre mère vous dit un jour ne pas baisser la tête quand le rêve est accessible. Ah, que ça mais veut dire? Maman, créole, presque analphabète, maman nous disait toujours... C'est un trésor. Momine, baisse pas de tête. Momine, c'est mon vrai nom, ne baisse pas la tête. Si quelqu'un autour de vous, qui a autorité sur vous, vous dit « avance, regarde devant toi, ne recule pas, mais surtout regarde devant, pas derrière ». Quand on est un enfant, on écoute. Moi, j'ai écouté en tout cas. Et j'ai cru que les choses allaient pouvoir changer. Ma mère m'a appris ça, les institutrices. L'école. Les enseignants en général. L'école. On allait à l'école souvent affamé, vraiment le ventre vide, pas de cahier, pas de livre, quitte à voler le livre du voisin qui n'apprend pas ses leçons. Bon, je lui ai demandé pardon depuis. Mais j'ai fait ça. Parce que quand on est pauvre, c'est vrai aussi qu'on devient un peu chacun pour soi. C'est le risque lorsqu'on est vraiment pauvre. Riche, c'est encore pire. Votre rêve de devenir journaliste, à quel moment il est né? Dans une épicerie, c'est ça, dans l'île de la Réunion? Vous voyez un reportage?
Ça, c'est plus tard, c'est quand j'ai 16 ans, il y avait eu un accident où une douzaine de jeunes de mon âge avaient trouvé la mort. Là, c'était le déclic et j'ai dit à ma mère, puisque on a vu la télévision pour la première fois, c'était dans la boutique d'un Chinois. Chez nous, on dit Chinois, Indien, Malabar, ça n'a aucun problème, parce qu'on sait qu'on est français, donc on n'a pas besoin de se le prouver chaque matin. Et donc, en voyant ces images de la télé, j'ai dit à ma mère, je veux travailler dans la télévision. Et pour moi, à la télévision, dans la télévision. Parce que la télé, ça voudrait dire dessus, en apparence. Dedans, c'est une usine, il faut bosser, quoi. Et là, j'ai voulu vraiment travailler à la télé. Mais je pense que c'est une vraie vocation. La vocation au sens où, comme Stendhal qui disait, la vocation, c'est d'avoir pour bonheur son métier. Je peux dire, ça paraît prétentieux, je peux le dire maintenant. À 20 ans, ça peut paraître prétentieux, pas à mon âge. Mais je crois que j'ai voulu faire ce métier pour parler aussi, pour parler des autres, raconter. Raconter, ça c'est mon truc à moi, oui. Alors de Mahomet à Jésus, c'est le titre de l'un de vos chapitres. Votre père était musulman et donc votre mère catholique, à l'image de cette île de la Réunion où musulmans, chrétiens et hindouistes vivent ensemble et ça se passe très bien. Regardez. Ça se passe vraiment bien, hein. Pour nous, le musulman, l'hindou, celui qui est dans un autre groupe religieux, nous sommes tous de la même veine. Nous venons de la même source et nous retournons à l'origine. Pour moi, c'est une continuité, puisque l'islam dit que ceux qui ont... Le prophète bien-aimé avait dit, Mohammed avait dit, que celui qui aimait Jésus, donc s'ils aimaient Jésus, donc qu'ils m'aiment et qu'ils me suivent. Mais ma connaissance de Dieu Père me permet et m'oblige à travailler à des relations fraternelles. Et celui qui progresse vers Dieu et dans sa croyance et dans sa foi à son pas, je dois le respecter comme il est invité à me respecter. J'espère que cette harmonie qui existe à l'île de la Réunion puisse servir d'exemple, surtout en métropole, hein, à la mère patrie et un petit peu de par le monde. Mais Mona Interman, on a entendu ces deux témoignages. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est révélateur de ce qui se passe sur cette île de la Réunion? Ah oui, vraiment, ne croyez pas qu'on a fait ça pour vous faire plaisir, pour faire joli. C'est vraiment ça chez nous. Et quand Monseigneur Aubry dit tout ce monde vient de la même veine, c'est vraiment la tolérance que l'on prêche. Alors on peut croire que nous présentons cette île comme étant un paradis terrestre. Ce n'est pas un paradis terrestre parce que d'abord il y a beaucoup de chômage. Moi dans ma famille j'ai un frère qui est au chômage depuis bien longtemps. Mais au moins lorsque vous êtes dehors dans la rue, personne ne va regarder la couleur de la peau en disant vous êtes comme ci ou comme ça. Mais ça s'est créé. Quand je suis partie de là-bas au milieu des années 70, c'était sur le fil du rasoir. Parce qu'on ne savait pas très bien comment tout cela allait changer. Et c'est la France qui a permis ça, en donnant un peu d'éducation aux uns et aux autres. Et c'est en pratiquant la tolérance que la France a réussi à exposer ce modèle. J'espère qu'elle pourra l'exporter. Ça marche peut-être même mieux à La Réunion qu'en métropole. Ah bien sûr, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'étais à La Réunion il y a une dizaine de jours. Hein, et je t'ai faite citoyenne d'honneur à La Réunion. Moi qui volais les poulets du tampon, de la commune du tampon. Ils m'ont fait citoyenne d'honneur. Ça veut dire qu'ils ont une capacité d'absorption des écueils et des échecs de la vie qui est extraordinaire. Et chez nous, entre nous, on ne se dit pas... tu t'appelles... On dit toi l'Indien, toi le Malabar, toi le Chinois. Mais personne ne va remettre votre nationalité en cause, en doute. On sait que vous êtes français. Nous sommes tous des immigrés là-bas. Mais entre nous, il n'y a pas ces vieux complexes qui font que ici, en métropole, aujourd'hui, vous devez marcher sur des œufs. Lorsque vous adressez à quelqu'un qui est plus noir que vous, ou de telle ou telle religion a priori, vous ne pouvez plus lui dire « Tu es d'où ? Tu vis comment ? C'est quoi tes origines ?» Aussitôt, on vous taxe de racisme et on dit « mais tu parles comme un tel, arrête ». C'est ça le drame de la France d'aujourd'hui. C'est ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivé en France, vous? Ça m'avait déjà surpris, mais la France était très différente déjà en 1976. Elle n'était pas à ce point-là, coincée à ce point, comme aujourd'hui, où on suspecte tout le monde de choses très mauvaises. C'est quoi, c'est politiquement correct? C'est un politiquement correct qui est en train de nous étouffer, littéralement. Ça nous étouffe, ça nous empêche de communiquer les uns avec les autres. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans un taxi, il faut d'abord que je dise, je viens de La Réunion, j'ai un frère qui s'appelle Mahmoud, un autre Farouk, un autre Ahmed. C'est une tribu. Il faut d'abord qu'on prévoie ça, et on dit chez nous, il y a des blancs, des noirs, des jaunes verts, et après je dis, et vous êtes d'où? Parce que si je ne dis pas, si je ne fais pas ce préambule, ça va mal se passer. Est-ce qu'on va enfin pouvoir se parler en disant,
qu'on conserve nos racines, qu'on respecte nos racines. C'est la seule manière de se sauver de tout ça. Hein. Parce que bientôt, on va se retrouver tous sur des îlots, dans des ghettos. J'ai vu ça dans d'autres pays, où les gens se parlent par groupe. Hop, des petits groupes phagocytés les uns à côté des autres. Et puis, il n'y a plus cette espèce d'échange quotidien. Je trouve ça dramatique. Moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Hein. C'est certainement pas pour me faire mousser à 50 ans. Hein. Ça va rien m'apporter. C'est un message d'espoir en disant qu'il faut que ça change. Je dis au secours, je dis arrêtons, je dis parlons-nous, je dis respectons-nous. C'est pas parce qu'on est plus ou moins pigmenté qu'on suspecte l'autre d'être raciste aussi. Plus ou moins pigmenté. Il y a des gens racistes dans ce pays, mais ce n'est pas un pays raciste, la France. Ça, je tiens à le dire. Moi, personnellement, je dois beaucoup à la France. La France m'a payé l'école, les soins, offert une place, elle m'a pas fait de cadeau, mais elle m'a offert une chance. Et quand on dit que les Français sont racistes, quand on dit que la France est une marâtre qui n'aime pas ses petites toutes les couleurs, je dis que c'est très injuste. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre. Alors, au moins avoir droit au chapitre. Vous, Racine, vous êtes un exemple très révélateur. Je suis une fille d'immigré. Je suis une fille d'immigré. Il n'y a pas de fierté particulière à avoir, mais c'est ça mon itinéraire. Mon grand-père, vous êtes française dès le départ. Mon grand-père, Kassim Ismaël Aféji, était un Indien, venu de l'Inde, resté indien jusqu'au bout de sa vie. Nous sommes français. Je suis ravie d'être française. Mais je suis surtout ravie de pouvoir marcher sur mes deux jambes. Un côté créole et un côté français, 100% française. Mais mon pays, au sens géographique et physique, c'est l'île de la Réunion. Ma patrie, c'est la France. Simplement, ici, on ne peut plus dire ces mots-là. Patrie, drapeau, marseillaise, c'était devenu pratiquement dans le clan d'un parti. Mais ça appartient à tout le monde. Jeanne d'Arc, quand je suis arrivée en France, ne sentait pas le soufre comme aujourd'hui. Elle appartient à tout le monde, Jeanne d'Arc. Tout d'un coup, on la retrouve. Tout d'un coup, elle devient un truc de campagne électorale. Parce qu'après la campagne, on va nous oublier. Moi, je préfère que les gens se parlent au long cours. Et moi, personnellement, d'abord en tant que journaliste, je ne veux être ni avec les uns ni avec les autres. Je veux être avec les gens. Ça, c'est important. Vos origines religieuses également sont doubles, à vous? Oui, mais j'ai été à l'école coranique jusqu'à 7-8 ans. Et j'ai appris les sourates du Coran. À l'époque, c'était le jeudi, il n'y avait pas d'école le jeudi. Et j'ai appris les sourates du Coran par terre, sur un tapis vert. Mais c'était en arabe et moi, je ne parlais que le créole. Et je trouvais que c'était beaucoup plus amusant d'aller avec maman de temps en temps à l'église, déposer des fleurs et pas de bougies parce qu'on n'avait pas d'argent pour ça. On fait partie de ceux qui mettaient un bouton probablement dans la quête le dimanche. Pour faire bien, comme tout le monde. Mais bon, l'église m'a paru plus amusante. En 5 minutes, je suis passée de l'islam au catholicisme. Oui. Comment ça s'est passé? Parce qu'un dimanche, ma mère s'était arrangée avec Madame Grondin, la sage-femme pays, et avec le facteur pour nous faire baptiser mon frère Ahmed, Tati, qui est devenu Jean-François. On ne l'a jamais plus appelé Jean-François. Mais à l'église du Tampon, à l'île de la Réunion, il y a un Jean-François. Et à l'église du Tampon, il y a une Marie-André Colette. C'est moi. Je suis allée chercher mon certificat de baptême l'autre jour. Je voulais simplement avoir mon certificat de baptême. D'abord parce que je suis chrétienne et je ne m'en cache pas. Voilà, vous le revendiquez. Oui. Parce qu'en France, ça peut paraître dans les médias aussi, c'est un peu compliqué aujourd'hui de le dire. Les médias sont tellement faux cul, hein. Ils sont tellement hypocrites. Hein. Ils sont tellement hypocrites. Des francs-tireurs. On a l'impression d'être un analphabète et d'être quelqu'un de diminué mentalement dans ce pays, en France, si on dit oui, je suis chrétienne. Moi, je le dis. Je le dis. Vous dites aussi qu'on... Et je me suis battue pour ça. Et en plus, lorsque je vais dans certains pays très compliqués, je ne les mentionne pas par égard pour les gens qui sont ici, qui viennent de ces pays. Mais quand on veut que je me convertisse sur le champ à l'islam, parce que les autres ne me demandent pas, je trouve qu'ils sont gonflés. Oui. Vous dites qu'il est de bon ton également de ridiculiser les cathos. Il est de bon ton en France de ridiculiser les chrétiens en général, et l'Église chrétienne, et le pape. Ils n'osent pas avec les autres. Pourquoi ils n'osent pas avec les autres, avec les cathos? Manque de courage, et puis ils savent très bien qu'ils vont avoir des problèmes, y compris des problèmes physiques. Mais ça veut dire que les chrétiens sont un peu malléables ou bonnes pattes en tout cas? Mais moi j'ai discuté de ça avec un curé de Cap-Breton dans les Landes que j'aime beaucoup, le père Lafargue. Et je lui dis, mais mon père, pourquoi est-ce que vous ne vous défendez pas plus? Et il me dit, vous savez, on ne veut pas jeter d'huile sur le feu. Mais à force de faire ça, vous les chrétiens, vous allez reculer. Moi je ne reculerai pas, parce que vous savez d'où je viens, je ne reculerai pas. Mais vous allez reculer. Il faut avoir un minimum le sens... des choses et ne pas avoir peur. Moi, je ne porte pas mon drapeau sur le dos en disant tout le temps je suis chrétienne ou je suis bleu, blanc, rouge. Je suis bleu, blanc, rouge. J'aime la France. Je ne porte pas tout le temps, mais je ne l'oublie pas non plus. Et je ne suis pas affiliée à un parti qui pratique la division, l'exclusion, qui prêche les différences. Je vous propose maintenant, Memona Interman, de partir dans une terre que vous connaissez bien. Il s'agit du Liban, on vous voit souvent là-bas. Une terre martyre où chrétiens et musulmans cohabitent malgré tout, malgré les conflits et les difficultés. Regardez. Le sud du Liban est un des lieux les plus touchés par la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël.
Mais c'est aussi un endroit où chrétiens et musulmans vivent ensemble depuis toujours. Le centre médical Siddiqui en est un exemple. Ici, médecins catholiques et chiites travaillent côte à côte pour aider la population. Le personnel de l'Ordre de Malte travaille dans ce dispensaire, construit par la fondation chiite Al-Sadr. Notre association est une association caritative supervisée par l'Ordre de Malte qui travaille au Liban essentiellement dans des activités médicales et sociales. Nous travaillons principalement avec les personnes du troisième âge et les handicapés. L'Ordre de Malte est présent au Liban depuis 30 ans avec 10 centres médicaux et divers centres d'aide humanitaire où sont effectuées 160 000 interventions par an. Des milliers de personnes ont été rejointes l'été dernier par ces dispensaires mobiles alors que les bombardements faisaient rage. Récemment, à Rome, le président de l'association a dénoncé les influences de la Syrie, de l'Iran et d'Israël sur le pays. Il a rappelé que lorsque le Liban a été laissé libre, il a toujours été un modèle de cohabitation pour tout le Proche-Orient. C'est un problème d'influence régionale. Le Liban a toujours été habité par toutes sortes de communautés et il continuera à vivre ainsi. Si le monde décide que le Liban a le droit de vivre en paix, alors les communautés vivront en paix. Face aux tensions d'aujourd'hui et avec le bras de fer en cours depuis des mois à Beyrouth entre les partis pro-syriens et le gouvernement soutenu par l'Occident, Marwan Senaoui n'a pas de doute. Les chrétiens à l'étranger peuvent faire beaucoup pour défendre la présence chrétienne au Proche-Orient. Il est très important que les chrétiens du monde entier comprennent que la chrétienté en Terre Sainte, et le Liban fait partie de la Terre Sainte, est essentielle. Ils doivent jouer de leur influence, s'ils le peuvent. Il faut que les chrétiens de cette terre vivent libres. Modèle de cohabitation entre des croyances différentes, Jean-Paul II disait que le Liban n'est pas seulement un pays, mais un message pour le monde. Mais Mona Interman, le Liban, vous connaissez très bien ce pays et cette région du monde. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce reportage? C'est très compliqué le Liban, c'est difficile de dire qu'on le connaît vraiment bien. Mais disons que je peux l'appréhender en tout cas. Plus que beaucoup, ce que j'ai pu observer au Liban, comme par exemple dans les territoires palestiniens, c'est que les chrétiens sont extrêmement minoritaires aujourd'hui, très exposés. Ils vivent une situation effroyable. Et ils nous disent souvent, écoutez s'il vous plaît, dites une chose, c'est que nous ne sommes pas ici, nous n'avons pas été importés ici. Nous sommes venus d'ici. La chrétienté est partie d'ici. Dites-le au monde parce que dans cet océan d'islam, on a le sentiment que ce sont des éléments incongrus, qu'ils n'ont pas leur place. Mais ils sont venus de là. On ne va pas les chasser. C'est leur histoire. C'est leur histoire, c'est notre histoire. Ils sont en voie de disparition aujourd'hui dans la région, vous pensez, les chrétiens? Si on regarde les chiffres, je n'ai pas exactement les chiffres en tête à l'instant, mais quand on regarde les chiffres, prenez l'Irak par exemple. Même au moment où les Américains sont arrivés en Irak, il restait 2,5-3% de chrétiens, je me souviens très bien. Et en Irak, il y avait une sorte de laïcité autour, grâce aux chrétiens, où on pouvait se promener, nous les femmes, tête nue, et en respectant des codes vestimentaires, bien entendu, mais vous n'avez pas cette obligation de se voiler, qui est maintenant la règle. Et les chrétiens survivaient, disons. Maintenant, les chrétiens sont totalement visés. Je ne suis pas allée en Irak depuis 1 an et demi, mais je ne suis pas sûre de pouvoir trouver encore des chrétiens dehors. C'est difficile à dire quand on est une femme reporter, en plus chrétienne, dans ces pays-là. Est-ce que c'est pas compliqué d'être femme et reporter dans des pays musulmans aujourd'hui? C'est un métier très exigeant, très dur, partout, toujours. Mais c'est vrai que dans les pays d'islam, par exemple, il y a des contraintes encore plus grandes, y compris vestimentaires, justement. Quand il fait 60 degrés à Karbala, comme c'était le cas lorsque nous y sommes allés après la chute de Saddam Hussein, Karbala Najaf, où il faut être voilé de la tête aux pieds, pas un brin de cheveux qui dépasse, on est dans un sauna à ce moment-là. Ça, c'est particulièrement difficile parce que la police religieuse veille et que ce qu'on attend d'une femme n'est pas du tout à l'égal, évidemment, de ce qu'on a dans son code mental. Par exemple, ma manière d'interviewer les hommes souvent surprend. Donc j'essaie de faire de calmer le jeu, et de rassurer les gens, de les respecter, de leur montrer que je leur montre du respect. Mais je ne me laisse pas non plus, marcher sur les pieds. Hein. On vous a dit aussi, il est où votre mari? Ah, ça c'est une constante. Hein. Dans certains pays, première question, vous êtes de quelle religion? Chrétienne. Mais je connais l'islam, mon père était musulman. Pourquoi vous ne vous convertissez pas? Et votre mari, est-ce qu'il est musulman? Non. Pourquoi vous n'avez pas épousé un musulman? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Bon, mais bon, vous pouvez le dire, ça? Oui, je le dis. Ouais. Je le dis. Je le regarde dans les yeux. Il vaut mieux parce que je crois que si vous mentez, ils le savent, ils le voient, ils vous méprisent encore plus. Je préfère jouer franc jeu. Sur la longue durée, c'est beaucoup mieux. Mais dans certains pays d'islam,
aujourd'hui, pour une femme reporter, c'est, il faut dire, un peu casse-cou, oui. Alors je vous propose maintenant de partir en Iran à la découverte d'une femme, figure emblématique de la lutte pour la justice. Elle s'appelle Shirin Ebadi, qui a reçu le prix Nobel de la paix. Oui. Elle était à Rome il y a peu. Regardez. Assaillie par les photographes et les journalistes, le prix Nobel Shirin Ebadi s'est rendu à Rome pour demander la justice et la démocratie pour son pays. Ebadi a été récompensée pour sa défense des droits de l'homme par le prix Nobel qu'elle a reçu il y a 4 ans. Elle a aussi été la première femme juge en Iran dans les années 70. À Rome, elle a défendu les 32 femmes arrêtées à Téhéran demandant la parité avec les hommes. Ces femmes n'ont rien fait de mal. Elles ont simplement demandé l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles ont exprimé leur opinion à voix haute et se trouvent désormais en prison. Elles ont entrepris une grève de la faim. Ebadi a aussi présenté un livre sur l'islam, publié par la maison d'édition italienne Mondadori. Le livre a pour but de faire connaître la civilisation islamique au monde occidental. L'évêque de Terni, Vincenzo Paglia, a saisi cette opportunité pour appeler à la réciprocité culturelle dans les pays arabes. Il espère que les éditeurs arabes publieront plus d'ouvrages sur le christianisme. Pour beaucoup de gouvernements arabes, l'islam est une sorte de grammaire pour parler une langue qui n'a rien à voir avec la religion et beaucoup avec le pouvoir, la défense des droits propres, le nationalisme, l'ethnie et le commerce, ce qui est dramatique. Afin de faire croître la réciprocité, Monseigneur Paglia a accueilli Shirin Ebadi dans sa ville. La prix Nobel est repartie pour Téhéran avec le soutien du gouvernement italien et de l'Église italienne dans sa bataille en faveur des droits de l'homme. Mais Mona Interman, je trouve que cette femme, elle vous ressemble un petit peu. Elle est fière de ses origines, elle se bat pour quelque chose. Oh, vous me flattez beaucoup. Shirin Ebadi, c'est vraiment une grande, grande dame. Quel courage. Il y a des femmes comme ça, plus ou moins célèbres, plus ou moins connues. Parce qu'elle prend des risques, là. Elle prend des risques. Il y a beaucoup de femmes qui prennent des risques. Il y a beaucoup d'êtres humains qui prennent des risques. Mais dans ces pays-là, pour une femme, faire ce qu'elle fait, chapeau, chapeau. Le courage, c'est une valeur qui est importante pour vous. Est-ce que c'est une valeur motrice, en tout cas, de votre vie? Absolument, absolument. Oui, j'aime les gens courageux. De quelle manière est-ce que vous avez un exemple de vie où vous avez dû faire preuve vraiment de courage pour arriver à quelque chose qui vous était... Jésus était courageux. Quel sacré type. Je dis un type parce que quand je vis en Terre Sainte, je pense souvent à lui. Je me dis, mais quel homme alors, vraiment extraordinaire. Je ne parle pas de l'aspect Dieu, mais déjà, sous sa forme humaine, ça devait être un type sacrément culotté, oui, oui. Mais le courage, je vois beaucoup de gens courageux. Les gens sont courageux. On croit qu'on devient un héros comme ça, de manière romantique. Des gens courageux, j'en ai vraiment croisé. Et ces gens-là m'ont donné de la force. Ce sont ces gens qui m'ont vraiment... façonner, donner une sorte de sédimentation sur la peau. Après 25-30 ans, on n'est plus la même personne. Hein. Peut-être que dans mon logiciel, j'avais quelque chose qui était un petit truc lié à quelque chose apparenté au courage. Mais quand j'ai vu tous ces gens-là, à travers leurs difficultés, souvent incommensurables, hommes et femmes, jeunes et vieux, on ne peut pas ne pas les imiter un petit peu. Le courage, c'est le mérite? Moi, je crois beaucoup au mérite. Beaucoup, beaucoup. C'est la seule noblesse qui me conviennent d'ailleurs. Et c'est pour ça que je suis absolument contre cette espèce de chose qu'on appelle la discrimination positive, parce que c'est une vacherie, ça, pour moi. Tarte à la crème, vous dites. C'est une tarte à la crème, c'est une vacherie, parce que oui, c'est un jeune, a le diplôme qu'il faut, et qu'après on dit, oui, mais vous voyez, il est là, il a ce poste parce que c'est la discrimination positive, mais c'est une double peine qui lui est infligée. Parlons du mérite. Il y a assez de gens, et je pense surtout aux jeunes, parce que c'est l'avenir, hein, qui ont les mérites. Donnons-leur les places qu'il faut. Ne disons pas, ben, ils sont là parce qu'il y a discrimination. Ils n'ont pas besoin d'être discriminés une deuxième fois. Ils ont les mérites qu'il faut. Remarquons-les, distinguons-les, grâce aux efforts qu'ils ont fournis. Vous citez Charles Aznavour dans votre livre. Nous sommes devenus français car nous le voulions, tout simplement. Oui, Charles Aznavour, c'est aussi un homme qui a su conserver ses racines. Il a à la fois les racines et le parcours. Ça, c'est remarquable. Les racines plus le parcours. Il y a d'autres personnes comme ça qui vous ont porté pendant votre carrière, des gens assez remarquables qui vous ont servi d'exemple. Vous croyez à ces valeurs d'exemple? Oui, pas forcément dans le domaine littéraire, dans le domaine artistique, dans le domaine... mais de vie, tout simplement. Hein. Dans le domaine de vie, oui. Une femme qui a 30 ans, que j'ai croisée quelque part, Jenin, il n'y a pas très longtemps, en Cisjordanie, avec ses 3-4 enfants. Son mari est policier, il n'est pas payé, plus payé depuis des mois. Elle survit, la tête haute. Hein. Vraiment. Tête haute, ces gens-là. On y revient sur votre livre. Oui. Ce sont pas des gens... Je n'admire pas forcément des gens très connus, moi. Parce qu'il y a vraiment tant de gens, une armée de gens obscurs, mais extraordinaires. Extraordinaires. Ce sont les plus valeureux, ceux-là. Souvent, quand les gens deviennent connus, ils perdent de leur substance.
Ils commencent à regarder trop les à côté. Comment vous avez fait, vous? Parce que vous êtes connu. Je suis un peu connue, mais de ma famille. Hein. À La Réunion, vous êtes une star? D'une certaine façon, ils m'aiment beaucoup. Ça, c'est vrai qu'à La Réunion, ils me disent des choses extrêmement douces, généreuses. Mais je n'oublie jamais, jamais de quel coin je suis venue. Je n'oublie jamais, jamais ma famille. Moi, j'ai des frères et des sœurs qui ne savent pas beaucoup lire, mais qui ont fait l'effort d'envoyer leurs enfants à l'école, qui font l'effort de vivre correctement, honnêtement. Là, il y a matière à admiration. Je n'admire pas forcément les stars de tel ou tel endroit. Je me méfie beaucoup, d'ailleurs, de ces stars. Merci Memona Interman pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre Tête haute. On va voir l'image à l'écran tout de suite. Aux éditions Jean-Claude Lattès, ouvrage qui retrace votre parcours, notamment votre enfance à l'île de la Réunion. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et puis on se retrouve la semaine prochaine.